Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette webconférence concernant les IFSI. Nous accueillons aujourd'hui Madame Buston qui va se présenter et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Bien, bonjour à tous, je suis Sandrine Busson, je suis directrice des Instituts Croix-Rouge Compétences, Croix-Rouge française de Nice. Voilà, de l'IFSI. Donc, on peut décrire ce que c'est l'IFSI, le sigle, ce que ça veut dire? Alors, c'est Institut de formation soins infirmiers et vous avez aussi IFAS, Institut de formation aide-soignant. Merci beaucoup. Alors du coup, effectivement, vous faites cette distinction. À l'IFSI, on ne peut se former que sur le métier d'infirmier? Alors, dans les instituts de formation, généralement, on a les deux instituts, l'IFSI et l'IFAS, puis parfois aussi d'autres formations, des spécialités. Mais à l'IFSI, on se forme qu'au métier d'infirmier, oui. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette formation infirmier déjà peut-être première question, quand on se forme pour devenir infirmier, on finit infirmier. On ne peut pas faire autre chose. Alors, on se forme pour devenir infirmier en 3 ans de formation. C'est un grade licence en partenariat avec l'Université Côte d'Azur, puisque c'est une formation de l'enseignement supérieur. Et lorsqu'on finit la formation en 3 ans, on nous délivre donc un diplôme d'État qui nous permet d'exercer en tant qu'infirmier et un grade licence qui permet également de poursuivre sur d'autres formations, comme par exemple les spécialités d'infirmier anesthésiste, puériculture, des pratiques avancées avec un master. Il y a aussi en spécialité l'infirmière de bloc opératoire et cadre de santé. Merci beaucoup. Et où est-ce qu'on peut exercer ce métier d'infirmier, infirmière? Alors, la richesse de ce métier, c'est qu'il peut s'exercer dans de nombreuses spécialités. Alors souvent, on connaît les spécialités comme la petite enfance, la chirurgie, la médecine, la santé mentale. Et donc, on peut l'exercer à la fois dans le public, dans les hôpitaux, et dans le privé, dans les cliniques. Mais pas seulement. On trouve aussi des infirmiers scolaires, on trouve des infirmiers dans des centres de prévention et de promotion de la santé, donc en santé publique. On trouve des infirmiers en libéral. Donc il y a de nombreuses possibilités pour pouvoir exercer le métier d'infirmier et de pouvoir justement découvrir différentes spécialités et ne pas s'ennuyer dans un endroit bien spécifique. Un métier où finalement on fait un peu la même chose mais pas au même endroit? Alors, on peut faire la même chose, mais pas au même endroit. Mais on peut faire aussi des choses différentes. C'est vrai que d'être en libéral, aller au domicile du patient pour pouvoir lui apporter des soins, c'est différent que d'être dans un service de soins à l'hôpital ou faire de la promotion de santé, prévenir certaines maladies. Cela permet aussi d'avoir un autre rôle et une autre fonction. Et comment finalement un étudiant il choisit, enfin un étudiant ou en tout cas ancien étudiant qui est diplômé, comment est-ce qu'il peut choisir un peu parmi toutes ces options ce qui lui plaît? Alors, la formation en infirmier est composée d'autant d'heures de stage que d'heures de théorie. Donc, avec les nombreux stages qu'il réalise tout au long de sa formation, il a l'obligation de réaliser déjà des stages dans différents secteurs. Et le fait qu'il parcourt différents secteurs en santé et différents établissements, ça lui permet d'identifier son projet professionnel. Et en fin de formation en L3, il a la possibilité de faire des stages professionnalisants qu'il va choisir pour justement euh, conforter son projet professionnel et peut-être trouver un poste chez l'employeur qu'il aura identifié lors de ses stages. Vous disiez autant de formation théorique que pratique finalement, c'est Oui, ça? oui, Et donc c'est une formation très pratique finalement, beaucoup plus que certaines autres. oui. Ben, disons qu'il y a dans la formation 4200 heures et il y a 2100 heures de théorie, donc en centre de formation, et 2100 heures de clinique, donc en stage. Et quand on dit 2100 heures de théorie, c'est des cours magistraux, des travaux dirigés, mais aussi de la pratique en institut,
puisqu'on fait aussi beaucoup de pratiques simulées ou de la simulation pour apprendre justement les techniques de soins et pouvoir les réaliser sur des mannequins avant de les réaliser chez les patients. D'accord, donc un étudiant infirmier, il s'entraîne d'abord sur finalement une personne qui ne sent rien avant d'aller sur effectivement un véritable patient qui, lui, est plus sensible à la douleur. C'est ça. Normalement, tous les soins doivent être réalisés une première fois sur un mannequin. Jamais la première fois sur un patient. Ah oui, bonne nouvelle, hein. On le saura si jamais on croise un étudiant infirmier, on ne sera pas sa première fois. Vous parliez de simulation pendant les cours, c'est quoi ces simulations, par exemple? Alors la simulation, ça peut être des mannequins qui sont utilisés avec de nombreuses fonctions qui ressemblent au corps humain, hein, le pouls, la tension. Voilà. On peut le faire parler aussi, ce mannequin. Wow. Donc en fait, on simule totalement la situation d'un patient qui peut avoir une douleur, qui peut avoir besoin d'un soin. Et l'étudiant se met en situation virtuelle ou en tout cas proche du réel pour pouvoir réaliser les soins, parler au patient, puisque de l'autre côté, on peut faire parler le mannequin. Il peut y avoir des échanges. Donc, on travaille à la fois la communication, les soins techniques et la possibilité, en fait, d'élaborer un raisonnement clinique qui permet de prendre en charge le patient comme s'il était réel. Merci beaucoup. Alors, on a parlé d'une formation à la fois pratique et théorique et qui laisse finalement quand même beaucoup de place à la pratique. Est-ce que la formation pour devenir infirmier est proposée en alternance? Alors, elle est proposée en alternance dès la 2e année. Donc, il est possible de faire la formation à la fois, donc là, cela devient l'institut, le stage et l'employeur dès la 2e année sur 2 ans de formation. D'accord, donc ça veut dire que les études, voilà, sur les 2e et 3e années, et là, c'est aux étudiants de trouver leur terrain d'alternance, l'IFSI les aide. Alors, il y a des centres de formation d'apprentis qui les accompagnent à trouver un employeur. Alors, si eux-mêmes trouvent un employeur, c'est très bien. Mais sinon, les centres de formation d'apprentis cherchent un employeur pour pouvoir aider l'étudiant à être positionné en apprentissage. Souvent, les employeurs peuvent faire aussi la proposition lors de stages. C'est ça, oui. Voilà, et ça peut se faire aussi de cette manière. Généralement, les étudiants n'ont pas trop de mal à trouver un employeur qui accepte de faire de l'apprentissage. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont en alternance en 2e et 3e année? Chez les infirmiers, il y en a quelques-uns, mais c'est pas encore très développé. Beaucoup moins que, par exemple, sur les formations aides-soignantes. Voilà. Mais en tout cas, les employeurs proposent des contrats d'apprentissage et c'est possible de le proposer aux étudiants. Il faut savoir que ça s'adresse quand même aux étudiants qui ont moins de 30 ans, ce qui donne aussi, voilà. Parce que vous avez beaucoup d'étudiants de plus de 30 ans en soins infirmiers? En soins infirmiers, on en a, puisqu'il y a à la fois des étudiants qui viennent post-bac, qui ont fait le bac et qui rentrent directement en IFSI ou qui ont fait 1 an ou 2 ans de licence. Et on a aussi toute notre voie d'entrée en formation infirmière, puisqu'il y a la possibilité aussi de rentrer en formation après une reconversion professionnelle. Lorsqu'on a eu 3 ans de cotisation sociale, il y a un parcours d'admission que l'on appelle FPC. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des gens qui ont plus de 30 ans. Et du coup, qui sont en formation avec des jeunes qui ont 18, 20 ans. C'est ça. Alors c'est ça l'intérêt aussi de ce type de formation, c'est qu'il y a une mixité qui permet justement d'avoir une dynamique de groupe propice au travail avec différents parcours et qui peuvent être une richesse dans l'apprentissage et qui peut être aussi une richesse pour la vie de groupe. Merci beaucoup. Vous parliez justement d'admission parallèle. Ça veut dire que vous avez finalement moins de place pour les bacheliers ou les étudiants en réorientation, ou ce sont des places supplémentaires Non, sur un quota,
Par exemple, à l'IFSI Croix-Rouge, nous avons 105 places. Sur ces 105 places, il y a une place réservée pour la passerelle PASSLAS, puisqu'elle existe également pour les personnes qui ont validé leur année de médecine, mais qui n'ont pas de place dans les filières proposées en première année et qui peuvent rentrer en IFSI via cette passerelle. Donc, on a tous un quota, au moins une place de réservée dans nos instituts. Puis après, nous avons 25% réservé à la filière FPC et le reste qui est donné à Parcoursup. Mais quand nous avons moins de gens qui rentrent en FPC ou si nous n'avons pas de passerelle, on réinjecte systématiquement les places sur Parcoursup. Voilà, donc une très large majorité des places est pour les futurs bacheliers et potentiellement les réorientations. Alors justement, on va parler un petit peu de l'admission en IFSI donc on va rappeler, donc on passe par Parcoursup déjà premièrement. Et ça, c'est une question qui revient souvent. Alors, peut-être plus de nos étudiants que des lycéens, mais finalement, est-ce qu'un étudiant qui a fait 1 ou 2 années, comme vous disiez, dans le supérieur, est-ce qu'il a moins de chances qu'un candidat bachelier? Finalement, qu'est-ce que vous regardez pour l'admission? Alors, il n'a pas moins de chance. Il a autant de chances puisqu'on accepte même des personnes qui auraient validé une licence ou même un master à partir du moment où la personne, dans son projet motivé, va bien expliquer quelles sont ses motivations pour devenir infirmier et il va analyser son parcours et faire des liens qui va montrer qu'il a des capacités à suivre la formation et qu'il a toutes les motivations et qu'il a compris aussi ce qu'allait être le métier et ce qu'allait être la formation. Ce qu'on va regarder aussi dans tous les chapitres renseignés par l'étudiant, le candidat, c'est comment il explique l'intérêt qu'il a pour les questions sanitaires et sociales. Est-ce qu'il a eu une expérience dans ce domaine ou est-ce qu'il peut dire se servir de son expérience personnelle pour pouvoir expliquer l'intérêt qu'il porte au sanitaire. Les qualités humaines et capacités relationnelles, là, il peut expliquer ce qu'il fait en dehors aussi d'un parcours scolaire ou tout ce qui peut être mis en évidence sur ses capacités de communication, ses compétences en matière d'expression écrite et orale. Donc là, on regarde aussi tout ce qui peut être en lien avec les notes, les appréciations des professeurs. Ça, c'est aussi important. La fiche d'avenir avec aussi l'appréciation du conseil de classe. Les aptitudes à la démarche scientifique et maîtrise des bases de l'arithmétique. Alors là, on ne le voit pas seulement dans les mathématiques ou dans les matières scientifiques. Je rassure tous ceux qui n'auraient pas pris des options scientifiques. Ceci peut se voir totalement sur des matières comme humanité ou philosophie, puisqu'il y a du raisonnement. Il n'y a pas nécessairement obligation d'avoir suivi des maths, de la bio ou de la physique. Non, puisque le raisonnement et les capacités à avoir une démarche scientifique, ou du moins une démarche de raisonnement et une démarche d'analyse, c'est surtout ça qu'on va regarder. On peut le retrouver totalement sur des matières comme l'histoire, comme des matières plus littéraires. La science avec un grand S, quoi. Voilà, ça peut être aussi les sciences économiques et sociales. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas d'obligation d'être totalement scientifique. Et puis, on va regarder les compétences organisationnelles et le savoir-être. Donc là aussi, on retrouve tout cela dans les écrits ou dans les appréciations des professeurs ou dans certaines matières où on sait qu'il y a besoin plus de méthode, plus d'organisation. Oui, finalement, ce dernier point, l'organisation, le savoir-être, c'est aussi des choses qui sont très importantes quand on est infirmier. Oui. Et donc, on veut aussi retrouver ça chez les candidats, finalement, avant la formation, parce que ce n'est pas forcément des choses qu'on apprend en formation. Alors, on apprend en formation des techniques, on apprend à développer des aptitudes, des capacités et à acquérir des compétences. Mais c'est vrai qu'on souhaite que ces personnes aient déjà un fond de base pour pouvoir justement grandir sur ces capacités, un savoir-être, des capacités organisationnelles,
c'est important d'arriver quand même avec ces aptitudes. Après, la formation va permettre de les développer et d'apprendre le métier. Mais ces aptitudes sont quand même essentielles. Et surtout, ce qu'on a besoin, c'est de personnes motivées qui vont s'impliquer dans la formation et qui ont regardé à quoi ils vont s'attendre, aussi bien dans la formation que dans le métier. C'est un métier qui fait parfois rêver, mais la réalité est une réalité qui nécessite d'avoir pris conscience que ce métier pouvait avoir aussi des contraintes. Alors, j'allais justement y venir parce que vous aviez parlé justement de la motivation, la connaissance du métier et surtout finalement du contexte professionnel. Est-ce que vous pensez qu'un lycéen ou même un étudiant hors IFSI, il peut faire un stage dans un milieu infirmier ou c'est quelque chose de compliqué? Alors, c'est assez compliqué. À cause du secret médical, j'imagine, notamment. Trouver, oui, puis l'encadrement, par exemple les stages de troisième ou de seconde, c'est compliqué de les trouver dans ces milieux. Mais de plus en plus, il y a des IFSI qui font des journées d'intégration où vous avez la possibilité d'être une journée à l'IFSI pour pouvoir parler avec les étudiants et pouvoir mieux se rendre compte de la vie au quotidien dans un institut de formation en soins infirmiers. Et de plus en plus, vous en faites, pardon, excusez-moi, vous en faites à la Croix-Rouge Alors, sur la Croix-Rouge, on ne fait pas de journée D'accord. d'intégration. Je crois que Cannes en fait, l'IFSI de Cannes. Vous savez éventuellement comment on fait pour s'inscrire à ces journées ou Prendre contact prendre directement contact avec les D'accord. instituts ou téléphoner à l'ensemble des instituts pour savoir s'ils font des journées d'intégration. On va essayer de vous mettre les coordonnées des instituts. Voilà, et peut-être venir à leur journée porte ouverte, puisque là, vous avez la possibilité d'échanger avec de nombreux étudiants. Vous avez la possibilité de vous rendre compte où se déroule la formation, qu'est-ce que justement la simulation. Et vous pouvez rencontrer des formateurs, des professionnels, et c'est l'occasion justement de bien se questionner sur cela. Et vous pourrez savoir s'il y a des journées d'intégration. C'est vrai que c'est en projet, puisque le but c'est de développer ce type de stage pour justement mieux appréhender le métier, parce que c'est souvent ce qui manque. Ouais. Alors nous on appelle ça des journées d'immersion à l'université, c'est le même fonctionnement. Alors juste, vous avez parlé des journées portes ouvertes, on va donner la date quand même pour l'IFSI Croix-Rouge. Alors, l'IFSI Croix-Rouge, c'est ce samedi, le 27 janvier. Voilà, donc n'hésitez pas à venir. Et tous les journées portes ouvertes de tous les IFSI sont effectivement sur Parcoursup pour voilà, découvrir un petit peu les différents. Alors, je vais revenir sur l'expérience, ou en tout cas sur la connaissance du métier, mais une question me vient. Quelle est la différence est-ce qu'il y a une différence notable entre l'IFSI Croix-Rouge, l'IFSI CHU ou un autre IFSI? Finalement, pourquoi est-ce que je vais plutôt m'orienter vers celui de la Croix-Rouge ou celui du CHU? Alors, nous avons tous le même programme. Nous sommes tous dans l'obligation de respecter les textes réglementaires qui régissent la formation. Tous les IFSI de l'Académie de Nice sont en partenariat avec l'Université Côte d'Azur. Donc, il y a de nombreuses similitudes pour toutes les unités d'enseignement qui sont dispensées en partenariat avec l'université. Nous avons tous les mêmes tutelles, donc le conseil régional et l'ARS. Donc notre formation, je peux dire qu'il y a de nombreuses similitudes. Après, les différences, elles se situent par rapport à nos instituts. À la localisation, vous voulez dire? À la localisation, aux différentes possibilités qui sont offertes au sein des instituts. Certains ont des selfs, certains n'en ont pas. Voilà, il y a des commodités qui peuvent exister chez les uns ou ne pas exister chez les autres. Mais toutefois, au niveau des bases de la formation, c'est la même chose. Après, il peut y avoir des différences par rapport au projet pédagogique de l'Institut. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir réaliser
la découverte des journées portes ouvertes justement dans les instituts pour pouvoir découvrir justement les locaux, mais aussi les spécificités de chacun sur leur projet pédagogique. Certains ont peut-être plus d'éventail de choix sur les stages, par exemple au CHU de Nice, ou d'autres plus orientés mobilité internationale, ou d'autres plus orientés sur le secteur géographique où se situe l'institut. Voilà, il y a des spécificités. Certains développent plus la simulation, d'autres plus la réalité virtuelle. Plus, voilà, c'est aussi ce qui peut donner la différence, c'est les méthodes pédagogiques. Mais sinon, nous avons Oui, ça c'est compliqué aussi quand on est à l'extérieur, les méthodes pédagogiques, voilà. Qu'on ne connaît pas la formation, c'est pas toujours facile de se dire tiens, celui-là est plus intéressant qu'un autre. Alors justement, est-ce qu'il est possible, quand on est dans le cursus de soins infirmiers, de changer d'institut en cours de formation ? Alors, c'est possible de muter, mais pas pendant la première année, pendant la deuxième année. Et souvent, les mutations sont acceptées pour passer du 06 vers le VAR ou du VAR vers le 06 ou pour changer complètement de région. Mais pas forcément au sein même du 06 et ça ne se fait pas forcément... disons que pour passer de Nice à Nice, non. D'accord. Pour passer de Menton à Cannes, oui, peut-être s'il y a les places. Oui, voilà, c'est une question de place et aussi sans doute de justificatif, entre guillemets. De motivation. À cette mutation et de dossier aussi scolaire. Ok, merci beaucoup. Donc je reviens sur l'expérience, parce que c'est vrai que voilà, c'est pas facile de connaître ce métier, d'autant voilà, qu'on ne peut pas forcément le découvrir très facilement. Est-ce que... un étudiant qui va prendre le temps de rencontrer des infirmiers pour discuter du métier, ce que nous on appelle faire des enquêtes métiers, est-ce que c'est quelque chose qui est valorisé notamment dans Parcoursup par rapport à cette connaissance du métier ? Si le candidat met en évidence qu'il connaît bien le métier, qu'il sait renseigner, qu'il est allé à la rencontre de professionnels, c'est sûr qu'il répondra aux attendus de certains items. D'accord, ok. Merci beaucoup, parce que c'est vrai que souvent on a des lycéens, quand ils nous font lire le lettre de motivation, c'est la belle-sœur, la cousine qui... alors nous, ça nous fait toujours un peu sourire, mais voilà, c'est vraiment encouragé d'essayer de découvrir finalement le métier par toutes les voies. Et puis surtout d'expliquer que lorsqu'il a découvert et lorsqu'il a échangé avec cette personne, il a identifié telle et telle activité ou tel exercice de la profession qui l'intéresse et de faire les liens avec ses compétences. En fait, ce qui est important dans les écrits, c'est de montrer les aptitudes aussi à l'analyse. Voilà, je sais que telle et telle... que la profession d'infirmier permet de réaliser telle et telle activité. Par rapport à mon parcours personnel, je peux faire le lien entre cette compétence et mes propres aptitudes. Voilà, ce qui est important, c'est de faire des liens, de l'analyse et de faire comprendre au lecteur qu'en fait, le projet est arrivé à maturation et qui va pouvoir... que c'est pas quelque chose qu'il raconte, c'est quelque chose qu'il analyse. Voilà. Donc finalement, tout type d'expérience professionnelle peut être valorisé à partir du moment où l'étudiant arrive à faire le lien entre cette expérience et le futur dans sa pratique finalement en tant qu'infirmier. Voilà, ou déjà en tant qu'infirmier, pendant la formation, et qui mettent en lien justement ce que lui sait faire déjà par rapport, je sais pas, à une activité sportive, par rapport à des, peut-être qu'il a réalisé des jobs d'été, qu'il s'est occupé d'enfants, qu'il s'est occupé de personnes âgées, qu'il a fait du bénévolat. Voilà, tout ça, il peut le mettre en lien également avec ce qui est attendu dans la formation d'infirmier.
Merci beaucoup. Alors, on revient un petit peu sur Parcoursup, parce que tout à l'heure, on a parlé des filières scientifiques, en pensant finalement aux bacheliers généraux. Mais est-ce qu'il y a d'autres types de bacheliers qui peuvent accéder en IFSI? Oui, 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 puisque en IFSI, on a aussi on a aussi une partie de bac technologique, notamment les ST2S. Il y en a d'autres, mais c'est majoritairement Oui, plutôt parce que les STL en sciences de technique laboratoire, Oui, ça oui, peut aussi? moins, Moins? beaucoup moins. D'accord. Peut-être parce qu'il y a moins de demandes, D'accord, ok. mais c'est vrai que c'est aussi un bac qui peut totalement aider à suivre la formation. Et puis on a quelques bacs pro. Voilà. De type Ça peut être de type y a- plutôt scientifique ou commercial, les bacs pro, c'est plutôt tout ce où on a en lien avec tout ce qui est communication, ou D'accord. gestion, ou aussi ceux qui sont en lien avec l'accompagnement des D'accord, personnes. sanitaire et social, des choses Voilà. comme ça. Mm. Oui, donc finalement, une ouverture assez large. Et finalement, le baccalauréat, et peu importe à la fois les spécialités choisies en terminale, mais aussi finalement le type de bac, c'est pas forcément le plus déterminant. C'est ce que vous êtes en train de dire. En fait, tous les bacs peuvent être et toutes les spécialités peuvent être acceptées en formation. Après, c'est vrai qu'il y a majoritairement des bacs généraux, Généraux, ouais. suivis des bacs techno, puis suivis des bacs pro en termes de pourcentage, quoi. Mm. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'essaye de voir un petit peu les questions qu'on a déjà posées, et on a déjà quand même abordé pas mal de questions. Alors, petite question sur la réussite en IFSI. Alors, c'est vrai que la réussite, nous, à l'université, c'est toujours un peu compliqué de la mesurer. Nous, on a beaucoup de perditions. C'est peut-être moins le cas en IFSI, mais finalement, un étudiant qui est admis à suivre la formation, est-ce que c'est compliqué pour lui de réussir la marche finalement entre le terminal et la première année? Est-ce que voilà, nous à l'université on dit souvent il faut beaucoup d'autonomie, il faut se mettre au travail, voilà, il faut travailler régulièrement. Est-ce que c'est pareil en IFSI? Oui, c'est pareil. Il y a quand même beaucoup de travail personnel. Il y a aussi beaucoup de contenu à apprendre. Et après, pour le passage et la validation d'année, c'est le même système que l'université. Il y a un nombre de CTS. Et puis, en fonction de ce nombre de CTS, vous pouvez passer une année supérieure, mais vous pouvez passer avec des unités d'enseignement qui ne sont pas validées, mais D'accord. qu'il va falloir valider dans l'année en cours. Mais toutefois, pour passer en L3, il faut avoir validé toutes les unités d'enseignement de L1 et d'L2. Et pour avoir le diplôme d'État, il faut avoir validé l'ensemble des unités d'enseignement, puisqu'il faut 180 ECTS. Donc, il y a en fait, en IFSI, il y a la possibilité, voilà, de revalider à chaque fois une unité d'enseignement, de pouvoir passer parfois avec des unités d'enseignement pas validées, mais on voit bien que les étudiants qui travaillent régulièrement et qui valident quand même leur année sans trop d'unités d'enseignement non validées réussissent mieux que ceux qui Accumule des les yeux. dettes. Ouais, Voilà. voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une nécessité d'un travail régulier, il y a beaucoup de travail, et il y a aussi une nécessité bien d'une bonne connaissance des attentes, parce que c'est vrai que bien souvent en première année, bien, on a des étudiants qui changent de projet parce qu'ils n'avaient pas suffisamment identifié ce qu'allait être la formation et le métier, en sachant qu'il y a quand même beaucoup de stages. Et Dès la première année, les dès stages. la Hein. première Ouais. année, dès le premier semestre. Donc là aussi, ce sont des temps forts dans la formation, aussi bien en termes de vécu, d'adaptation et d'implication. Alors, du coup, il y a une question qui nous vient. Si on peut, entre guillemets, accumuler des dettes d'unités d'enseignement non validées, est-ce qu'il est possible, souhaitable de
Redoubler? Alors oui, le redoublement est possible. En fait, c'est très légiféré. Par exemple, on peut passer de L1 à L2 avec 48 Ah ECTS. oui, c'est très En légiféré. dessous de 48, ben, c'est le redoublement. Voilà, il y a vraiment des chiffres clés qui permettent de dire si vous êtes en situation de passage ou de redoublement. Et un redoublement est possible au sein du même IFSI, Oui, ouais, oui. de droit? Alors, de droit, dès qu'il y a un minimum 30 D'accord, CTS, une fois, puisque le droit, c'est 2 années d'inscription dans la d'accord. même année, et dans le même niveau, en fait. Mhm. Et après, c'est soumis aux instances, aux D'accord. sections pédagogiques. Oui, j'imagine qu'un Voilà. étudiant qui n'a absolument rien validé et qui n'a pas de, comment dire, de justificatif, de problème de santé ou quoi que ce Mm. soit, c'est compliqué de l'autoriser à redoubler Voilà. une Ouais, c'est année. pour ça que dans ce cas-là, il y a des sections pédagogiques qui sont convoquées pour que les membres puissent examiner la situation de l'étudiant et prendre une décision. Après, cela demande aussi un fort présentéisme, hein, Oui, puisqu'il y a aussi cette notion d'être présent pour pouvoir valider la formation. Il y a aussi un nombre de cours qui sont obligatoires. Voilà, il y a quand même. La formation est de 35 heures par semaine. par semaine. Donc c'est vrai que c'est même plus que certains cursus Oui, universitaires. on confirme. Et donc, du coup, 35 heures semaine, on est sur des horaires 9h, 17h, grosso modo, Oui, ou sur la semaine, à peu 8h30, près 8h30. 17h. Oui, ça D'accord. dépend là aussi. Voilà, vous demandiez Oui. la différence aussi des instituts, mais hein, les plannings sont laissés à l'autonomie des instituts et il peut y avoir des différences voilà, sur ce type d'organisation. Et du coup, sur les stages, c'est différent Sur les stages, c'est 35 heures. aussi. Et c'est vrai que là, ben, ce sont les heures qui sont proposées par l'établissement. Alors, ça peut être 10 heures, ça peut être 12 heures, ça peut Oui, être 10 heures du matin, non, midi, non, non, 10 heures 10 heures par jour. d'amplitude. Voilà, Voilà. c'est important de 10 heures préciser. d'amplitude, 12 D'accord. heures d'amplitude, ça peut être 7 heures. Ça peut être oui, début à 6 heures. Ça peut être, voilà, les horaires sont sur une autre amplitude. Ouais. Donc, ça peut être voilà, 6 heures du matin avec des horaires qui peuvent être aussi d'après-midi avec 21 heures pour finir. Sur certaines années de formation, notamment plutôt vers la 3e année, il peut y avoir aussi des horaires de nuit. Voilà, il faut aussi savoir que pendant la formation, c'est le cas, mais c'est aussi le quotidien Et oui, de c'est ça. l'infirmier. Donc, les horaires de nuit, on est plutôt pour les 3e années. C'est-à-dire qu'un Oui. première année va pas forcément faire Non. de nuit. Mm. Mais par contre, il peut quand même avoir une amplitude horaire jusqu'à 21 heures. Oui. Et les week-ends compris? Alors, il y a aussi des stages qui peuvent proposer de réaliser des week-ends, D'accord. tout en respectant le code du travail. Oui, Mais donc pas plus de 35 heures semaine, voilà, week-end mais compris. voilà, Et ça fait ça partie aussi, aussi voilà, de c'est la réalité. l'expérience et de l'expérience parce qu'on apprend aussi beaucoup de choses les week-ends, mais c'est la réalité aussi du métier. Et du coup, un étudiant qui est en formation, est-ce qu'il peut venir en renfort à l'hôpital ou il n'a pas le droit d'exercer tant qu'il n'est pas diplômé? Alors, l'exercice professionnel, un étudiant qui valide sa première année de formation avec des UE qui sont bien identifiés peut avoir la possibilité après d'exercer en tant qu'aide-soignant. D'accord. Voilà. Donc, à partir donc, de la fin de la première année. Donc éventuellement, ça peut être même un job d'été. Mm, mm. Alors on n'a pas parlé des vacances scolaires, je ne sais pas s'il y en a Alors, à l'IFSI. alors, il pourra donc faire des vacations dans tout établissement en fin de L1 dès qu'il obtient en fait Donc certaines UE bien spécifiques certaines dont vous UE avez bien dit. spécifiques. Et donc là, il a la possibilité, durant la formation, d'avoir une attestation comme quoi il a la possibilité d'exercer en tant qu'aide-soignant. Et la deuxième question, c'était... Ah oui, les vacances. Oui, Il y a 2 semaines sur le premier... 2 semaines de congé sur le premier semestre, 2 semaines de congé sur le deuxième semestre et l'été, je crois qu'il y a 7 ou 8 semaines de congé.
Voilà, et donc potentiellement, on peut aussi, après la première année, donc travailler pendant ces périodes-là en tant qu'aide-soignant, c'est ce En que vous tant avez dit. qu'aide-soignant, si les yeux sont validés et si l'attestation est possible à délivrer. Merci beaucoup. Alors, chaque année, on a toujours un petit peu des questions de personnes qui souhaitent travailler dans l'humanitaire, qui souhaitent éventuellement être infirmier pour les armées. Est-ce que c'est la même formation? Alors, pour les armées, il y a un institut spécifique pour pouvoir valider sa formation et son diplôme qui se Alors, trouve, je du coup, crois, près de oui, Lyon. ouais, ils ont un gros centre, effectivement, Voilà, santé des armées c'est ça. là-bas. Donc là, On va vous il mettre faut sur le chat. s'intéresser plutôt à eux D'accord. justement parce qu'ils forment et ils recrutent via cet institut. Ça veut dire que c'est pas le même diplôme ou c'est finalement juste parce que l'armée peut-être propose aussi une préparation militaire à côté Je pense que c'est un diplôme d'État aussi, mais c'est vrai que là-dessus, je ne pourrais pas Bon, donner plus c'est de pas grave. précision. Merci quand même. On va mettre le lien pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Et ensuite, pour l'humanitaire, en fait, ça se fait en stage. Là aussi, c'est proposé en L3. Il peut y D'accord. avoir Des mobilités dont vous des parliez. mobilités internationales, justement, dans des centres humanitaires. Ça permet de découvrir justement ces lieux et après de pouvoir aller exercer post-diplôme. Donc, en tout cas, pour quelqu'un qui souhaiterait faire de l'humanitaire, c'est exactement la même formation. Oui, Et il n'y a pas de complément particulier. non, là, justement, l'intérêt, c'est de pouvoir aller dans un institut qui propose de la mobilité internationale et de pouvoir faire son stage de semestre 6, donc un L3, en mobilité internationale. D'accord. Donc, on propose beaucoup de destinations en humanitaire. D'accord. Donc la Croix-Rouge, très orientée internationale. Oui, En même temps, c'est un peu le credo de la maison, de la maison, du voilà, réseau. du Voilà. réseau. Donc, c'est là où je vous dis que les IFSI ont aussi leur spécialité par rapport au réseau dans lequel ils se trouvent. Nous, la Croix-Rouge, bien, on va être sur ce champ-là. Le CHU va peut-être proposer plus facilement des stages au niveau du CHU. D'autres centres comme la GOD proposera aussi d'autres spécificités par rapport à peut-être à la santé mentale. Voilà, il y a différentes Ouais, variantes tendance, coloration, voilà. voilà, qui va donner. Et donc justement, en parlant de mobilité internationale, c'est finalement que le stage ou aussi une partie de la formation qui peut se faire à l'étranger? Alors, ça existe, Mhm. sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'institut encore qui le font sur le 06. D'accord. Voilà, Ok. d'être sur ce champ-là. Alors, en même temps, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que là, on est vraiment sur un diplôme très normé hein, voilà. Et ça se fera peut-être plus facilement dans le cadre européen que dans le cadre international pour la formation. Mais je sais que en France, ça se fait, des instituts le font. Sur le 06 et 83, il n'y en a pas encore. D'accord, merci beaucoup. Bon, on est presque à 1 heure de webconférence. On va gentiment terminer. Peut-être si... alors, je pense qu'on a à peu près tout abordé. Ceci dit, est-ce que j'aurais oublié quelque chose dont vous vouliez parler en particulier? Alors, juste par rapport à la vie étudiante, Oui, ça c'est effectivement quelque chose d'assez important. voilà, donc il faut savoir que la formation dans tous les IFSI PACA est gratuite puisqu'elle est financée par la région Sud. Donc en fait, c'est les La droits bourse, voilà, n'est pas d'inscription. à demander au Crous comme la plupart des Oui, étudiants, c'est vraiment à la région voilà, sud PACA. c'est ça. Il y a une bourse également qui est proposée aux étudiants, mais par la région Sud. Les frais d'inscription universitaire, ça c'est pareil que les autres étudiants, avec aussi les frais de CVEC, mais qui peuvent être remboursés lorsque les personnes sont boursières. D'accord. Euh, Bon, pour information, hein, on est sur 180 € environ pour l'inscription en licence et 100 € de CVEC. oui, Voilà, ça reste des frais raisonnables. raisonnable et bon, identique aux autres étudiants. Étudiants.
et en plus remboursable si boursier. Si on est boursier. Il y a aussi dans tous les instituts de formation des BDE. Bureau des étudiants, les associations des étudiants. Voilà, qui permettent aussi d'accompagner les étudiants dès leur entrée, sur leurs droits, sur la vie étudiante. Ils proposent aussi des tutorats, des soirées. Et finalement aussi qu'on peut peut-être solliciter quand on est lycéen. C'est tout à fait possible. Tout à fait. C'est une très bonne idée également. Voilà, donc ça c'est important. Il y a beaucoup de possibilités sur cet accompagnement étudiant entre eux, c'est de parrainage, de tutorat. Voilà ce que je voulais rajouter. Je crois que les autres points, on les a abordés, il me semble. Merci beaucoup. Alors on va quand même rappeler les journées portes ouvertes. Samedi 27 janvier, donc ce samedi. Les horaires, on ne les a pas donnés tout à l'heure. Alors, sur la Croix-Rouge, ça sera 9h30, 16h30. La GOD fait aussi sa journée porte ouverte le même jour. Je pense qu'on est à peu près sur les mêmes horaires. De toute façon, on va vous remettre le lien pour définir. Et donc les journées portes ouvertes des autres IFSI sont également disponibles sur Parcoursup pour ceux que ça intéresserait effectivement d'aller voir autre chose. Peut-être le mot de la fin, un conseil qu'on pourrait donner aux lycéens qui souhaitent intégrer un IFSI l'année prochaine. Alors, un conseil, je pense que c'est important de venir aux journées portes ouvertes, peut-être d'en faire même plusieurs, pour pouvoir rencontrer les étudiants et les professeurs et pouvoir vraiment se rendre compte de la vie en institut de formation et des attendus. Vraiment de se renseigner sur le métier, d'aller faire des recherches sur la profession. Et puis de ne pas hésiter sur Parcoursup vraiment de rédiger des motivations, des liens d'analyse entre votre parcours de vie, votre histoire et les attendus de la formation. Pas le faire à la dernière minute, à l'arrache, en disant il faut que je le fasse, sinon mon vœu n'est pas pris, quoi. Ouais. C'est ça. Et puis ne pas hésiter aussi, puisque sur l'Académie 06, nous sommes au total, il y a 10 instituts de formation. Et donc, à partir du moment où vous choisissez l'Académie de Nice, c'est un vœu. Et ne pas hésiter à sélectionner plusieurs instituts pour se donner plus de chances, en sachant que, bien évidemment, il faut identifier aussi vos capacités de mobilité géographique. Si vous êtes sur Nice, c'est sûr que c'est peut-être plus compliqué de sélectionner des instituts du Var, mais si vous en avez la possibilité, c'est vous donner quand même une chance supplémentaire. Et ça, c'est important, puisque sélectionner au moment de l'inscription, ça n'a pas d'incidence. Après, de toute façon, c'est vous qui choisissez à la fin, quand vous êtes pris, le choix de votre institut. Ah oui, ça je pense que c'est important effectivement. On sait que les étudiants sont peu mobiles, les lycéens peut-être encore moins, avec cette idée de dire que c'est loin, mais vraiment au plus on va candidater dans des IFSI, finalement au plus on a de chances d'être admis. Hein. Oui. Voilà. Bon, super. Merci beaucoup, Madame Buston. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais a priori, on vous retrouve samedi prochain pour la journée porte ouverte donc, des IFSI Croix-Rouge. Et pour tous nos spectateurs, on se retrouve cet après-midi pour une webconférence sur les CPES. Et si vous ne savez pas ce que veut dire ce sigle, eh bien, on vous invite à venir pour découvrir. Merci beaucoup, Madame Buston. À très bientôt. Merci beaucoup et bonne chance à tous. Au revoir. Au revoir.